Ah oui, avec les trous noirs. Je suis à côté. Bonsoir à tous. Donc on va commencer, malgré la météo un peu capricieuse ce soir. Donc on a la chance d'accueillir Alain Klotz, qui va nous parler des ondes gravitationnelles. C'est vraiment d'actualité avec la conférence de presse, avec la première image d'un trou noir qu'il y a eu il y a quelques heures. Avant ça, je vais vous présenter juste rapidement les quelques activités que nous faisons. Donc, nous sommes le club d'astronomie de Paul Sabatier. Donc prochainement, il va avoir les 10 ans de l'association, donc du 20 au 22 mai. Notez cette date. Donc ça va être des journées complètes avec des conférences sur vraiment tous les thèmes astrophysique, spatial. Et il va y avoir aussi donc des animations, des expositions, observations solaires, observations nocturnes. Il y aura un buffet. Donc venez, il y aura plein de choses. Le programme est à venir. Et aussi un autre projet de l'association. Nous sommes en train de monter un observatoire sur l'université, si vous n'êtes pas au courant. Donc actuellement, il y a le bâtiment, la maison de la réussite qui est en construction. Et juste à côté, il reste un petit espace vert où va y avoir la maison des étudiants du personnel. Et sur le toit, nous allons y installer une coupole qui sera vraiment un but scientifique où nous sommes en train de mettre en place des partenariats avec les lycées de la région pour faire de la science. Pareil, il y aura plein d'informations à venir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à en parler. Je vous laisse la parole. Merci. Hop. Voilà, donc moi je me présente, je suis professeur, enseignant-chercheur et donc notamment je suis associé au laboratoire de recherche qui s'appelle l'IRAP, qui donc est on va dire la vitrine des chercheurs en astrophysique sur Toulouse. Ce laboratoire héberge des chercheurs du CNRS et des chercheurs au statut universitaire comme moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux petits logos derrière. Donc j'ai enseigné 15 ans ici à l'université, puis maintenant je suis enseignant sur l'IUT à côté, mais qui fait aussi partie de l'université Paul Sabatier. Donc entre les tâches d'enseignement et de recherche, eh bien effectivement on a un métier, on va dire, plein et on a de quoi occuper notre temps. Et là, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'enseignement, parce que vous en subissiez déjà pas mal pendant toutes ces semaines dernières. Et donc là, on va parler de recherche, et notamment, l'un des sujets que je traite, c'est les ondes gravitationnelles. Alors, on n'est pas très nombreux à Toulouse à être sur ce thème, parce que, vous savez, historiquement, les laboratoires de recherche de Toulouse étaient associés au Pic du Midi, donc c'était beaucoup de l'observation sol. Et puis dans les années 70, se sont créées d'autres activités tournées autour du spatial, parce que c'était un peu la mode à l'époque, on lançait des satellites. Et donc les premiers satellites étaient pourvus de matériel assez rudimentaire, et notamment c'était surtout des satellites qui observaient des ondes de type rayon gamma ou rayon X, parce que c'était assez facile à mettre en place au niveau instrumental. Après, dans les années 80, les choses ont évolué, on a commencé à faire des vrais télescopes qu'on mettait en orbite, et puis maintenant on est impliqué dans beaucoup de projets, on va dire, satellites au niveau IRAP. Mais c'est vrai que finalement, les ondes gravitationnelles, c'est plutôt une activité qui est au départ une activité de physiciens, pur et dur, de physiciens de laboratoire. Et donc les laboratoires de physique impliqués dans les ondes gravitationnelles ne sont pas au départ à Toulouse. Et donc c'est pour ça aussi que l'IRAP n'a pas trop suivi au départ la voie des ondes gravitationnelles. Alors heureusement, il y a toujours quelques vilains petits canards dans les instituts dont je fais partie, et si les gens ne s'occupent pas de ça, on essaye de regarder si nous on peut faire quelque chose. Pas toujours évident, parce qu'on n'a pas de pignon sur rue au départ. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ondes gravitationnelles, c'était il y a une dizaine d'années, et tous mes collègues de l'IRAP, je peux vous le dire, je peux même vous l'assurer, m'ont dit ça sert à rien, de toute façon, ils verront jamais rien.
Voilà, donc, comme quoi, il faut s'accrocher. Alors, ici, dans ce premier transparent, je vous mets trois photos. Donc, vous avez celle-ci qui est un télescope que l'IRAP, sur lequel l'IRAP a beaucoup contribué, qui s'appelle Intégral, qui est toujours en vol et qui a été opéré pour les ondes gravitationnelles. Et puis vous avez ici un des petits télescopes que j'opère assez habituellement, qui s'appelle les télescopes de la série Tarot, et qui ont été développés à l'IRAP à partir de 1998, donc c'est une histoire qui commence à dater, mais bon, les télescopes sont toujours opérationnels. Et puis là, je vous ai mis quand même l'image du jour, parce que, évidemment, je n'avais pas prévu ça au départ, quand on m'a dit la date de la conférence. Hein, aujourd'hui même a été annoncé par l'équipe du Event Horizon Telescope, je vais arriver, voilà, le Event Horizon Telescope, c'est-à-dire c'est un groupement de télescopes qui emmagasine des données radio et puis ensuite recombine des images à partir des données enregistrées. Alors ça prend énormément de temps à restituer des images de façon correcte, d'autant que là vous avez une image dont le centre ici, qui est tout noir, mesure à peu près, si j'ai bien compris, une dizaine de micro-arcs-secondes. Donc déjà, une arc-seconde, c'est tout petit, hein, c'est un 3600e de degré. Vous voyez, c'est déjà le degré, c'est pas beaucoup sur le rapporteur. Donc vous le divisez en 3600, et puis ça, bah, vous le redivisez encore en à peu près 1 million, et vous avez la taille de ce machin-là. Donc vous voyez, c'est pas facile à faire. Donc c'est un consortium d'environ 200 chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ils ont publié ça, ils sont très fiers, heureusement, parce que c'est... Alors bon, en même temps, c'est une espèce de donuts, hein, pas plus, mais ça veut dire beaucoup, parce que ici, on a effectivement la première fois qu'on peut montrer un trou noir, puisque vous avez quelque chose de noir au milieu d'une image, et que ça correspond effectivement physiquement à ce qu'on appelle un trou noir habituellement chez les astrophysiciens. Donc là, on est sur une image qui a... Alors les gens ont eu de la chance. Enfin, au départ, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vraiment trouver. Ils ont pris deux cibles. Ils ont pris une galaxie qui s'appelle Messier 87 et qui est, on va dire, une galaxie dont on sait très bien qu'elle héberge un trou noir très massif au centre. Et puis, ils ont pris un autre trou noir beaucoup plus facile à observer. C'est celui de notre propre galaxie, qui est au centre de notre galaxie. Et donc, ils ont fait les images sur les deux trous noirs. Le problème, c'est le suivant, c'est que si vous voulez avoir une belle image comme ça, avec un espèce d'anneau autour qui, on va dire, montre bien le trou noir, il faut avoir la chance que le trou noir soit en train de tourner avec le pôle du trou noir qui soit dirigé vers nous. Sinon, ça ne donne pas cette image-là. Et effectivement, s'ils ne vous ont pas montré l'autre image, c'est qu'elle est beaucoup moins probante, parce que le trou noir de notre galaxie, il tourne un peu perpendiculaire à nous, mais ça, on s'en doutait un peu aussi. Géométriquement, ça paraissait logique. Donc, du coup, c'est effectivement le trou noir de Messier 87 qui a été publié aujourd'hui, et donc qui est assez probant. Alors, ce que vous voyez autour ici, en fait, c'est des nuages de gaz qui sont en train, on va dire, d'orbiter et en partie de se faire avaler par le trou noir à certains moments. Hein. Voilà, donc c'est une image assez exceptionnelle, il y en aura d'autres de ce type-là. C'est une image de radiotélescope, donc on est sur des ondes radio, heureusement, parce qu'en ondes optiques, en fait, on ne peut pas voir ça, parce qu'il faut imaginer que le centre de cette galaxie est aussi entouré de tout un tas de matières qui obscurcissent la lumière visible, et donc du coup on ne peut pas voir optiquement ce trou noir. Donc il faut en quelque sorte passer à travers la matière. Alors il y a plusieurs façons de procéder, hein, soit les très hautes énergies, soit les très basses, et là en l'occurrence ils ont pris les très basses énergies parce que la matière est transparente au rayonnement, et donc on peut pénétrer jusqu'au centre de cette galaxie pour voir ce phénomène-là. Voilà, donc ça ne fait pas partie des ondes gravitationnelles, parce que malgré tout, si vous voulez, je vais vous expliquer juste après pourquoi ce truc-là ne peut pas émettre d'ondes gravitationnelles facilement. Voilà, donc on va commencer et rappeler un petit peu l'histoire. Donc l'histoire des ondes gravitationnelles, ça commence en 1887, lorsque vous avez une expérience d'interférométrie, la première qui a été mise en œuvre, par deux chercheurs qui sont Michelson et Morley, et eux, ils ont essayé
de comprendre si la vitesse de la lumière était, on va dire, une limite absolue, ou alors est-ce qu'on pouvait, on va dire, composer des vitesses en plus de la vitesse de la lumière. Donc pour faire ça, en fait, ils se sont dit, ben, on va se servir tout simplement de la Terre qui orbite enfin, autour du Soleil, et donc comme la vitesse de la Terre c'est 30 km par seconde et que la vitesse de la lumière c'est 300 000, il y a quand même un beau facteur entre les deux, hein, il y a un facteur 10 000 à peu près, et donc du coup l'idée c'était de se dire il faut fabriquer un appareil de mesure qui soit capable de mesurer le 10 millième de variation de quelque chose. Alors c'est assez challenging, et donc c'est tout l'honneur de cette expérience-là, d'être un interféromètre suffisamment précis pour pouvoir mettre en évidence que justement il n'y a pas de composition de vitesse avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes à la vitesse de la lumière et que vous rajoutez quelque chose, ça fait toujours la vitesse de la lumière, pas plus. Alors donc, j'ai mis un petit médaillon à côté, ça veut dire que ces gens-là ont eu le prix Nobel à un moment donné. Et donc ensuite vous avez Monsieur Einstein, qui n'aura pas le prix Nobel pour les ondes gravitationnelles, pour autre chose, mais lui il a quand même bien travaillé sur le sujet, et donc il a émis en 1916 la théorie de la relativité générale, dans laquelle il émet on va dire, la conséquence de cette théorie comme étant une émission d'ondes gravitationnelles qui sont des ondes un petit peu comme les ondes de la lumière, qui sont de type transverse. Donc si vous imaginez un peu comment sont les ondes lumineuses, ce sont des types transverses comme la lumière, qui se propagent à la vitesse de la lumière. Donc bon, jusque-là, ça paraît assez facile à imaginer. C'est complètement polarisé, c'est-à-dire que vous êtes dans un cas où l'onde n'est pas comme la lumière émise par la plupart des lampes dans cette salle, c'est-à-dire ce qu'on appelle une lumière incohérente. Là, on a une onde qui est émise de façon cohérente, et cette condition-là, en fait, elle provient d'une contrainte très forte pour l'émission des ondes gravitationnelles, qui est que l'objet qui va émettre les ondes gravitationnelles doit être un objet qui est asymétrique. Si l'objet est symétrique et qu'il pulse, par exemple, sur lui-même, en fait, il ne va pas émettre d'ondes gravitationnelles parce que tout reste symétrique. Une belle symétrie sphérique. Et donc, par conséquent, si on revient évidemment à cette image-là, bah, vous avez un joli trou noir qui est tout seul et qui a des choses autour de lui qui sont assez symétriques. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite asymétrie au bas, au niveau du nuage qui est en train de tourner autour. Donc, il peut y avoir une petite émission d'ondes gravitationnelles, mais c'est pas hyper intense. Voilà, donc cette asymétrie, elle est vraiment importante. On va se la mettre sur l'oreille, parce qu'on la réutilisera tout à l'heure pour essayer d'en faire quelque chose, pour trouver des objets émetteurs, notamment. Alors, l'espace-temps dicté par Einstein est très rigide, c'est-à-dire que, je vais vous le remontrer tout à l'heure, en fait, les déformations entre l'espace et le temps sont extrêmement petites, heureusement, parce que sinon, nous, là, rien que de marcher dans cet amphi, on aurait des déformations qui seraient un peu pénibles, je pense, pour nos sens. Alors heureusement, les variations sont extrêmement faibles en général. Ce qu'on peut prédire, c'est que, vous voyez, vous avez à peu près 10 puissance moins 21 de variations à rechercher sur une longueur. Donc si vous prenez une longueur d'1 mètre, eh bien, il faut trouver 10 puissance moins 21 mètres de variation de longueur pour essayer de détecter le passage d'une onde gravitationnelle. Alors, on imagine bien que, évidemment, si on multiplie la valeur de L par beaucoup, en fait, on va aussi, évidemment, accroître la valeur du delta L, et donc faciliter la mise en évidence de l'onde gravitationnelle. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire un détecteur d'onde gravitationnelle, dès le départ, quand vous voyez ça, vous vous dites, ça va être un truc gigantesque, hein. Ça ne va pas fonctionner dans un petit labo. Alors malgré tout, en 1950, vous avez M. Weber qui a voulu le faire dans l'espace d'un laboratoire. Donc pour ça, lui, il a dit, qu'à cela ne tienne, je vais quand même essayer de prendre un énorme cylindre d'acier
ce cylindre d'acier, je vais regarder si il a des variations de longueur au cours du temps et voir comment ça fonctionne. Alors donc, il a réussi comme ça à avoir des variations de longueur jusqu'à 10 puissance moins 16, mais il n'a jamais réussi à aller au-delà de ça, donc en fait, il était encore à 5 ordres de grandeur, trop imprécis, on va dire, pour essayer de trouver la détection des ondes gravitationnelles. Il y a passé sa vie là-dessus. Voilà. Et donc, en 1974, les astrophysiciens qui sont un peu plus malins que M. Weber se sont dit, eh ben, au lieu de faire une mesure au laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un objet dans le ciel qui pourrait émettre des ondes gravitationnelles. Donc, prenons un objet asymétrique, puisqu'on nous a dit qu'il y avait une question de variation du moment quadrupolaire du bidule. Donc, on va essayer de prendre un couple d'étoiles à neutrons. NS, ça veut dire neutron star, dans le jargon des astrophysiciens. Donc, NS-NS, ça veut dire que, parfois on dit BNS pour binary neutron star. Et donc, un couple d'étoiles à neutrons, c'est fortement asymétrique. Donc, quand ça tourne, ça va pas émettre d'ondes gravitationnelles. Il n'y a pas plus de raison que ça, sauf si, pendant que ça tourne, il y a une perte d'énergie qui est due en fait à la théorie de la relativité générale lorsque vous avez deux corps massiques qui tournent relativement proches l'un de l'autre, et à ce moment-là, effectivement, à chaque tour de révolution, vous allez avoir une émission d'ondes gravitationnelles. Alors, si vous avez une émission d'ondes gravitationnelles, c'est qu'il y a un échappement au système, c'est-à-dire que le système perd de l'énergie. Donc si le système perd de l'énergie, l'étoile, le couple d'étoiles, une fois qu'elles auront fait un tour, eh bien en fait, comme elles ont perdu de l'énergie, elles vont se rapprocher l'une de l'autre. Et donc, si on est encore un peu plus malin et qu'on se dit que les étoiles à neutrons, si on les choisit bien, c'est des pulsars, et que les pulsars sont des étoiles à neutrons qui vont émettre un signal périodique qui ne change pas avec le temps, eh bien si on voit une variation de ce mouvement, de cette émission périodique du pulsar, eh bien on va essayer de voir si cette variation est compatible avec la perte d'énergie due à l'émission des ondes gravitationnelles qui est prédite par la relativité générale. Et donc c'est effectivement ce qu'ils ont vu. On va dire, l'expérience n'était pas si compliquée que ça à faire, mais comme d'habitude, il fallait y penser. Et donc, ces gens-là ont prouvé indirectement l'existence des ondes gravitationnelles, non pas en les voyant, ces ondes gravitationnelles, mais en voyant les conséquences de ces ondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé derrière. En gros, c'est comme le boson de Higgs, personne ne l'a jamais vu, mais on sait qu'il existe parce qu'on en a mesuré les conséquences. Donc, ces gens-là ont eu un prix Nobel aussi pour ça. Ensuite, en 1992, un consortium américain d'un côté et européen de l'autre, en fait, se sont dit, eh bien, pour maintenant trouver vraiment directement la preuve de l'émission des ondes gravitationnelles, on va fabriquer des interféromètres de Michelson, mais de façon améliorée. Pourquoi améliorée? Parce que l'interféromètre, au départ, il tient dans une salle. Donc, on a bien compris que il fallait que la taille de l'engin soit le plus grand possible. Et donc l'idée c'est de se dire, au lieu que ça tienne dans une salle, il faut que ça tienne dans un champ de patates, on va dire. Donc il faut que le champ de patates soit aussi suffisamment grand, mais bon, si ça fait quelques kilomètres, c'est déjà mieux que quelques dizaines de mètres d'une salle. Donc ils sont partis sur un système comme ça, et comme c'est des physiciens et pas des astrophysiciens, ils ont pris le temps de faire les choses. Donc notamment, ils ont planifié sur 30 ans l'évolution de leur système. Quand ils ont commencé, la technologie ne permettait absolument pas de détecter les ondes gravitationnelles, même avec le meilleur interféromètre de l'époque. Donc ça c'est une chose que nous en astrophysique on a du mal à faire passer à nos instances, c'est-à-dire moi si je toque à la porte de mon patron et que je lui dis il me faut de l'argent pour un truc qui est impossible à faire, ça passe pas très bien. Et bien chez les physiciens, ça passe au contraire. Je dirais, si c'est impossible, c'est qu'il faut le faire. Donc, heureusement qu'ils sont là de temps en temps avec des idées folles. Et donc, ils sont partis sur 3 interféromètres, 2 aux États-Unis, 1 en Europe, avec une espèce de mise en concurrence entre les Européens et les États-Uniens, qui n'a pas beaucoup duré, parce qu'au bout de 10 ans de galère, en fait, ils se sont dit, si on travaillait ensemble, ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de challenges technologiques à résoudre, et donc en conséquence au milieu des années 90 au milieu des années 2000 le projet s'est
c'est fondu en LIGO-Virgo, et maintenant, quand il y a une onde gravitationnelle, on dit c'est l'interféromètre LIGO-Virgo qui a regardé ça. Alors, en 2010, on a eu la première invitation, nous les astrophysiciens, à participer à des campagnes d'observation d'ondes gravitationnelles. Donc on était très peu nombreux, hein, on était une trentaine dans le monde entier à répondre à l'appel. Alors pourquoi une trentaine? Parce que simplement, tout le monde savait que les interféromètres n'étaient pas encore au niveau d'atteindre le fameux 10 puissance moins 21. Mais l'idée qui s'est passée, c'est que les physiciens qui sont très astucieux nous ont dit, nous de toute façon on va tout faire comme si on allait détecter, et en fait dans le signal produit par les interféromètres, on va de temps en temps injecter un faux signal. Et donc le problème, c'est que le faux signal, il va ressembler tellement à un vrai signal qu'en fait on n'en saura jamais rien, parce que finalement il n'y a qu'une seule personne de tout le consortium, il y avait 1000 personnes hein, dans le consortium, il n'y a qu'une seule personne qui sait, qui a appuyé sur le bouton à tel moment. Et la personne qui a appuyé sur le bouton, il a écrit sur un bout de papier à quelle heure il l'a fait, il a scellé l'enveloppe, il l'a mis quelque part. Et donc en 2010, c'était très marrant parce que du coup on a eu les premières observations donc gravitationnelles factices, mais en fait le processus d'observation, d'analyse et de publication des résultats est allé quasiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi j'ai un article qui n'a jamais été paru et qui est le premier article de la découverte des ondes gravitationnelles qui finalement évidemment était un fake, et par conséquent tout s'est arrêté juste au dernier moment de la soumission de l'article à un éditeur. Mais c'était une aventure en soi, hein, c'était vraiment très très intéressant, et nous les astrophysiciens on n'avait vraiment jamais l'habitude de travailler comme ça, et c'était passionnant. Donc c'était en 2010, et là on avait mis en œuvre nos petits télescopes qu'on pilote à l'IRAP là-dessus. Et puis en 2015, après encore des améliorations technologiques, est arrivée la première détection réellement des ondes gravitationnelles. Donc là aussi, il y avait des injections factices. Et donc, si vous avez suivi un peu l'histoire, en fait, le démarrage du système ondes gravitationnelles devait se faire le 15 septembre 2015. Et ce qui s'est passé, c'est que le 14 septembre 2015, ils ont mis le système en route pour rigoler un petit peu, pour se dire, enfin ils rigolaient pas trop, mais en gros, pour se dire, on fait une dernière séance d'entraînement, et sur cette dernière séance d'entraînement, il y a un étudiant hollandais qui a dit, mais là, ce qu'on vient de voir passer là, c'est pas mal. Et effectivement, les gens se sont dit, mais qui c'est qui a injecté le signal là? Qui? Et là, tout le monde a dit, ben non, c'est pas moi, hein. J'ai rien fait, j'ai rien touché. Et donc, en quelques heures, il y a eu une espèce de grand branle-bas de combat. Moi, j'étais dans les couloirs de l'IRAP. Alors, en plus, il faut comprendre qu'à l'époque, comme il y avait, vous voyez, il y a encore un prix Nobel derrière ça, donc comme il y avait un prix Nobel derrière, tout était sous embargo. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de parler. Et donc j'étais dans les couloirs de l'IRAP et je reçois le SMS du collègue qui travaille dans les ondes gravitationnelles qui me dit « On en a une, c'est génial, c'est la première, tu dis rien à personne. » Alors vous imaginez un petit peu, vous êtes dans les couloirs de l'IRAP, là, vous avez tous vos collègues autour et surtout vous ne dites rien. Alors c'est très très compliqué, ça c'est quelque chose qui pour moi m'a paru compliqué à vivre quand même. Hein. Alors là il y a extraction de la lampe, atténuation de la lampe, je sais pas. Ouais, mais je bouge la souris là. Bon. Alors, attends, si je fais ça, tac, si je reviens, hop. Ah, ça revient. Donc là aussi, après 2010 et les faux événements, 2015, le vrai événement qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Donc c'est toujours sympathique comme truc. Et donc on a participé à cette première campagne d'observation avec une dénomination qui s'appelle le Run O1, puis ensuite ça s'est arrêté, ils ont encore remis des moyens technologiques supplémentaires sur les interféromètres. On est passé au Run O2 et qui s'est arrêté en 2017. Donc entre 2015 et 2017, il y a eu deux séries de mesures dans lesquelles on a vu 3 fusions de trous noirs,
et nous, on n'a rien vu au niveau de l'astrophysique dans les champs qui étaient censés contenir ces fusions de trous noirs. Et puis, en 2017, il y a eu encore 2 autres fusions de trous noirs, et surtout une fusion de 2 étoiles à neutrons, et qui s'est accompagnée d'émissions électromagnétiques, et ça on l'a vu nous avec nos télescopes, et là c'était la consécration finale des ondes gravitationnelles, puisque à partir du moment où en 2015 on a vu les ondes gravitationnelles du point de vue de la physique pure, c'était vachement intéressant, mais alors en 2017 on a prouvé que tel objet qu'on voit dans le ciel, c'était lui qui avait émis ces ondes. Et là, c'était vraiment le point final aux hypothétiques ondes gravitationnelles. Il n'y avait plus de doute, c'était bien ça. Et ce que voyaient les interféromètres, c'est bien réel. Hein, s'il y avait des gens qui en doutaient encore. Voilà. Et donc, on va repartir en 2019. Ça y est, c'est commencé. La première... donc, je peux vous annoncer, puisque maintenant on n'est plus sous embargo, la première fusion de trous noirs a eu lieu lundi dernier. 18h et quelques, et donc voilà, on est sur le pont pour essayer de suivre ces événements-là. Donc effectivement, on est dans l'action tout le temps. Ce transparent était le plus long, hein, ça va aller mieux après, hein, je vous rassure. Alors donc, comment ça marche cette histoire d'onde gravitationnelle? Il faut imaginer que quand vous distribuez des masses dans l'espace, donc admettons j'en mets 2 hein, pour simplifier, je mets 2 masses, eh bien je peux décrire ce contenu en masse. Alors je mets des masses, mais les masses elles ne sont pas nécessairement statiques, hein, je veux dire je peux mettre 2 masses et puis leur donner une petite impulsion de départ. Et donc cette répartition de masse avec leur impulsion, en fait, les physiciens ils aiment bien utiliser des notions mathématiques assez complexes, mais qui permettent d'écrire des équations un peu plus simplement, qui s'appellent les tenseurs notamment, et donc vous pouvez décrire le contenu en densité de masse avec ce qu'on appelle le tenseur impulsion-énergie. Donc impulsion parce que ça décrit la cinématique du système, et énergie parce que vous savez que E égale mc2, donc il y a une relation entre l'énergie et la masse, donc si vous avez de la masse, vous avez de l'énergie, et donc on décrit dans ce tenseur-là les choses sous la forme d'énergie. Donc la masse, vous la convertissez en multipliant par C2. Et donc, quand vous avez ce tenseur-là, en fait, ce que démontre la relativité générale, c'est qu'il y a un lien direct avec juste une constante, qu'on appelle kappa ici, et qui est la fameuse constante de couplage, le fameux 10 puissance moins 21 de tout à l'heure, il est caché dans ce kappa, et ça va vous donner un autre tenseur, qu'on appelle le tenseur métrique. Donc, impulsion-énergie, vous imaginez, bon, il y a des newtons et il y a des mètres là-dedans, et ici il n'y a que des mètres, alors donc le kappa il s'exprime en newton moins 1 pour les gens qui aiment bien les unités. Et donc ce tenseur métrique en fait va vous décrire ce qu'on appelle la courbure de l'espace-temps. Alors c'est une notion un peu complexe à imaginer, mais en tout cas Einstein l'avait bien compris, et donc lui il dit la chose suivante, il dit que cette courbure espace-temps en fait va modifier la géométrie des masses, puisque si, quand vous posez une masse, elle courbe l'espace-temps, du coup, les impulsions vont se trouver un petit peu modifiées, et donc tout ce monde-là, en fait, tourne en rond, c'est-à-dire que vous avez le contenu en masse qui décrit la courbure de l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps qui va remodifier le contenu en densité de masse, et donc c'est ça qui fait que les objets se mettent à bouger les uns autour des autres, selon donc, la théorie de la relativité générale. Et donc, en faisant ça, si votre système a la fameuse particularité d'avoir une géométrie avec un moment quadrupolaire, à ce moment-là, vous pouvez émettre des ondes gravitationnelles qui ont la forme d'un échappement d'énergie. Et donc, en gros, vous pouvez considérer que s'il y a des variations de courbure de l'espace-temps, effectivement, on émet des ondes gravitationnelles. Voilà. Alors, elles sont parfois complètement négligeables. Hein. La Terre qui avance sur son orbite, il y a une émission d'ondes gravitationnelles, mais évidemment, celle-là, on n'arrive vraiment pas à la voir. Elle est bien inférieure aux 10 puissance moins 21 dont je parlais tout à l'heure. Donc, du coup, ces ondes gravitationnelles, si on veut les détecter, il faut que la géométrie des masses s'y adapte. Et donc, je vous ai laissé un cartouche blanc ici. C'est une composition, je relèverai les copies à la fin. Et donc, trouvez-moi des astres astrophysiques qui, par leur géométrie de masse, vont
engendrer suffisamment de courbures de l'espace-temps pour qu'on puisse voir les ondes gravitationnelles. Premier exercice. Deuxième question. Pour observer les ondes gravitationnelles, il faut un appareil de mesure qui soit suffisamment adapté. Et donc là, à ce moment-là, on fait de l'instrumentation. Et il faut avoir les deux, c'est-à-dire il faut que vous ayez l'astuce de trouver les bons astres dans l'univers et l'astuce aussi d'avoir des bons instrumentalistes pour faire les mesures. Et donc, si vous avez bien répondu aux questions, vous deviez répondre à ça. Donc, vous devriez dire il faut des grandes masses, il faut des objets de grande densité, puisque vous avez un contenu en densité de masse, il faut une géométrie asymétrique. Ça, c'est toujours pour la même raison que si vous voulez avoir une émission probante, donc gravitationnelle. Et donc, pour ça, on peut proposer de la fusion d'étoiles binaires massives. Donc, on rejoint un petit peu l'idée qu'avaient eu les gens en 1974 de se dire, on prend deux étoiles à neutrons, et puis on regarde comment elles orbitent, et puis au bout d'un moment, bah, à force de perdre de l'énergie, elles vont finir par fusionner. Alors, en 1974, ce qu'ils ont fait, ils ont juste vu une variation de période du couple. Mais ils n'ont jamais vu les deux étoiles fusionner. Il fallait attendre trop longtemps. Donc, du coup, ici, on va prendre quelque chose d'encore plus massique. Et donc, on se dit, un couple de trous noirs ou un couple mixte entre un trou noir et une étoile à neutrons, pourquoi pas, ce serait sympa. Sauf que, il faut bien comprendre une chose, c'est que les trous noirs, de ce qu'on connaissait jusque-là, en fait, étaient souvent des trous noirs isolés dans l'espace. D'ailleurs, vous l'avez vu, le trou noir de Messier 87, il est tout seul dans son coin. Simplement, il est entouré de matière qui permet de le voir parce qu'il y a du monde autour. Donc, si en plus vous avez un trou noir qui est isolé dans l'espace avec personne autour, on a du mal à les répertorier. Et en conséquence, il y a une autre catégorie de trous noirs qu'on a complètement négligée à ce moment-là. C'était de se dire, est-ce qu'il y a des trous noirs très massiques qui tournent tout seuls, isolés dans l'univers, et les astrophysiciens qui ont l'habitude d'imaginer des scénarios d'évolution stellaire, en fait, ils se sont dit, mais finalement, c'est pas possible, parce que faire des trous noirs de 30 masses solaires qui vivent en couple, ça veut dire qu'on détecterait beaucoup d'étoiles qui vivraient en couple comme ça dans notre galaxie. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas énorme, et donc quand on extrapole, on se dit, c'est pas possible, ça ne doit pas être possible. Bon, très bien. Donc on a imaginé au départ, moi je peux vous dire en 2015, qu'il n'y avait que des étoiles à neutrons qui allaient fusionner. Voilà, alors donc on part sur une hypothèse, et puis on se dit quel signal ça va émettre. Alors ici il y a un beau signal comme ça. Donc si on regarde en haut, vous avez les deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et ce que vous voyez ici en fait c'est l'amplitude de l'onde gravitationnelle qui se déploie à mesure que vous tournez. Donc c'est une onde gravitationnelle qui va avoir la période qui correspond à la période de révolution des deux astres. Alors comme les deux astres se rapprochent, fatalement la période se diminue. Comme les deux astres sont plus proches l'un de l'autre, eh bien à ce moment-là l'amplitude augmente. Donc vous voyez, ça fait cet effet-là. Et à un moment donné, vous avez le contact entre les deux surfaces. Et là, à ce moment-là, évidemment, ils ne peuvent plus se rapprocher l'un de l'autre. Donc ça reste à une valeur maximale. Et ensuite, eh bien, s'ils continuent à s'enfoncer l'un dans l'autre, eh bien, effectivement, on va avoir plus qu'un astre derrière. Et cet astre-là, il est devenu complètement sphérique. Il a beau tourner, il peut tourner autour de lui-même, mais comme il est sphérique, il n'y a plus d'onde gravitationnelle qui en échappe. Et donc, vous avez un signal qui s'atténue pour retourner à zéro. Donc ça paraît logique. Et donc c'est ce signal-là qui est le fameux gazouillis des trous noirs. Donc pour que des trous noirs gazouillent, il va falloir qu'ils soient deux. Alors pourquoi on dit que ça gazouille? Parce que imaginez le cri d'un oiseau. En fait, quand vous faites un cuit, vous voyez, au départ, votre onde sonore, elle est relativement lâche comme ça, vous avez une grande période, et puis à mesure que vous allez sur le i du QI, vous augmentez la fréquence, et donc la période diminue comme ça, et en même temps que vous faites QI, vous mettez un peu plus d'emphase à la fin qu'au début de votre signal. Donc en fait c'est ça qu'on appelle le gazouillis, c'est-à-dire gazouille. Donc le chirp signal, comme ils disent aux États-Unis, eh bien vous avez exactement en fait l'équivalent d'un oiseau qui piaille. Voilà, donc
la conférence n'est pas finie, hein, parce que, évidemment, là, je vous ai presque tout dit. Quand les trous noirs gazouillent, et ça y est, qu'on y est. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et donc maintenant, on va essayer de s'intéresser à l'interféromètre. Hein, puisque je vous ai dit, jusque-là, on s'est intéressé à ça. Et puis maintenant, les interféromètres, comment ça marche. Alors, si vous êtes étudiant avec moi à l'IUT, vous avez utilisé un magnifique interféromètre, n'est-ce pas? Et donc, cet interféromètre, ça ressemble à ça, vu du haut. C'est-à-dire que vous avez un laser, vous avez un cube de verre qui va séparer le faisceau en deux. Ça rebondit sur deux miroirs. Et puis, tant bien que mal, en réglant un petit peu l'appareil, on arrive à recombiner les faisceaux et à lire ce qui se passe ici. Alors, l'avantage d'un tel interféromètre, c'est que ça a la précision même pas un micron, quoi, hein, de variation. C'est-à-dire que si vous avez une différence de distance entre ce bras-là et ce bras-là qui est de l'ordre du micromètre, eh bien vous le voyez très très bien, très facilement avec un interféromètre sur table. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, on va dire même dans des systèmes où vous ignorez complètement qu'il y a un interféromètre à l'intérieur. Alors ça c'est le montage historique de 1887, et le montage de 2015 pour découvrir les ondes gravitationnelles, c'est exactement la même chose, légèrement plus complexe, qui est celui-là. D'accord? Alors on s'y retrouve, hein. Il y a toujours le laser, il y a toujours les miroirs là, et il y a toujours le détecteur ici, et puis il y a aussi la lame séparatrice là. Donc finalement tout y est, simplement il a fallu rajouter sur chaque partie en fait des choses supplémentaires de façon à purifier le signal, etc. Donc notamment quand vous balancez un signal laser, le laser il est fabriqué dans une cavité qui fait une certaine longueur, et cette certaine longueur en fait elle va non pas vous faire un signal laser mais deux en fait. Et donc il faut éliminer l'un des deux. Alors ils sont très très proches en longueur d'onde, mais il faut quand même purifier ça parce que sinon c'est pas bon. Donc là vous avez ce qu'on appelle le input mode cleaner. Donc ce système-là permet de séparer et d'enlever l'un des deux lasers. Et donc après ici vous passez ici, et là votre signal se coupe en deux, pas de problème. Et là en fait vous avez des choses qui sont supplémentaires par rapport à d'habitude, et qui sont en fait des miroirs, comme il y a ici, mais c'est des miroirs qui sont semi-réfléchissants, c'est-à-dire que quand vous passez dans le miroir, vous arrivez ici, vous êtes réfléchi, et ici vous avez une réflexion qui est presque totale, donc en fait votre faisceau laser il reste confiné à l'intérieur de cette cavité pendant un certain temps, on va dire, et puis il y a une toute petite partie qui se rééchappe et qui va pouvoir sortir. Et donc l'idée principale, c'est de se dire d'abord, la longueur L, là, celle-là, elle va faire 4 km de long. C'est déjà énorme. Et ensuite, on met deux miroirs qui se font face, et les deux miroirs vont faire en sorte que la lumière va faire des allers-retours. Et donc, vous avez virtuellement un appareil qui fait un millier de kilomètres de long, si vous voulez, mais dans un système qui est replié sur 4 km quand même, hein, donc c'est pas complètement anodin. Et donc ça, quand vous le mettez en œuvre, et ben voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, là, il faut raser une partie de la forêt pour mettre le tuyau qui va abriter le chemin du laser. Et en fait, c'est assez marrant parce que les photos de l'espace montrent quand même la géométrie en L, comme ça, sur lesquels vous avez les deux bras de 4 km, et puis les deux autres bras, eux, sont très très courts. Hein. C'est-à-dire que, si je reviens ici, cette partie-là, à gauche, et la partie du bas, sont extrêmement compactes. C'est quelque chose qui tient sur 10 mètres. Et par contre, évidemment, les deux grands bras, eux, ben, on les voit s'échapper, là, comme ça, dans la nature, et ils reviennent. Voilà. Donc ça, c'est en Italie. C'est l'interféromètre de Pise, qui s'appelle Virgo. Et donc les équipes françaises de physiciens qui travaillent sur les ondes gravitationnelles travaillent sur Virgo. Et ensuite vous avez deux interféromètres aux États-Unis, celui de Hanford, donc en haut à gauche là, des États-Unis, et puis celui de Livingston en Louisiane. Et donc vous avez trois appareils qui se ressemblent. Alors maintenant évidemment avec le succès des ondes gravitationnelles, vous avez d'autres projets qui sont en train de se faire. Vous en avez un
au Japon qui s'appelle Kagra, et donc lui il devrait être opérationnel à partir de l'année prochaine, donc c'est quand même sympa parce que ça veut dire qu'on devrait avoir un troisième interféromètre. Alors je vais vous expliquer après pourquoi plus il y a d'interféromètres mieux c'est. Et puis les Indiens ont le projet de faire un interféromètre aussi chez eux depuis pas mal de temps, donc ça devrait se faire. Ah, ça y est, on arrive sur les grandes formules. Alors pourquoi les ondes gravitationnelles, c'est génial? Parce que ici, vous avez donc un vrai signal de Schirp. Donc on est d'accord, hein. Ici, il y a beaucoup de bruits qui se sont rajoutés sur les signaux. N'empêche qu'il y a un signal bleu et un signal rose. Et les deux ont été vus par deux interféromètres, les deux LIGO, et ils se superposent très très bien. Donc ça veut dire que les signaux que vous voyez là, ce n'est pas du hasard. Les deux interféromètres, ils sont séparés de plusieurs milliers de kilomètres, et donc ils ont vu le même signal. Donc de là à dire c'est quelqu'un qui est passé avec sa camionnette juste à côté de l'interféromètre, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans ce transparent? C'est que vous pouvez faire un certain nombre de mesures sur un signal comme ça. Notamment, vous pouvez mesurer par exemple la fréquence du signal à un moment donné, et vous pouvez mesurer aussi la variation de la fréquence du signal. On imagine que tout ça, en bricolant un peu, on doit pouvoir y arriver. Alors, dans cette grande équation là-haut, en fait, là vous avez la fréquence du signal observé, le nu GW pour gravitational wave, et OPS pour observer. Et puis ici vous avez la même chose, mais en D sur DT, donc là je vous apprends rien, c'est niveau terminal, c'est-à-dire vous regardez la variation temporelle de la fréquence, donc c'est la vitesse à laquelle la fréquence varie. Et donc, si vous arrivez à mesurer ces deux choses-là sur le signal, en fait, par le truchement de cette grande équation qui vient de la relativité générale appliquée à un couple d'étoiles, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle la masse M', qu'on appelle la redshifted shift mass, c'est-à-dire que c'est une masse un peu globale qui englobe la masse des deux composants. Alors, ce n'est pas la somme des masses, ce n'est pas non plus la masse réduite, telle que vous la connaissez quand vous avez des ressorts là, qui sont liés entre eux, c'est encore autre chose. Alors, ensuite, là, on a juste exploité en fait les fréquences, c'est-à-dire sur l'axe X. Mais sur l'axe Y, il y a des amplitudes. Et si on exploite les amplitudes, en fait, on va arriver comme ça à trouver que le H0 que vous avez là, le H0 c'est l'amplitude que vous avez ici. Si vous réinjectez encore la masse M' que vous avez calculée ici, et puis encore la fréquence observée de l'onde gravitationnelle, eh bien, tout est connu, sauf, à ce moment-là, ce facteur que j'ai entouré en violet, qui est la distance. Donc en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que, contrairement à une onde électromagnétique, sur laquelle, quand vous voyez quelque chose devant vous, vous êtes incapable de mesurer la distance directement. Pour y arriver, il faut d'autres moyens. Là, avec une onde gravitationnelle, vous avez à la fois la masse et la distance de l'événement. Alors cette distance, en fait, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que cette distance D, là, ici, c'est pas D au carré. Et ça aussi, c'est autre chose qui est complètement incroyable. Ça, les physiciens, en 2010, ils nous disaient, ce qui est génial avec nos ondes gravitationnelles, c'est que l'atténuation d'une onde gravitationnelle en fonction de la distance, c'est en 1 sur D, alors que vous, pauvre astrophysicien, avec vos ondes lumineuses, c'est en 1 sur D carré, donc ça s'atténue très rapidement, une onde lumineuse. Alors qu'une onde gravitationnelle, elle s'atténue, mais elle s'atténue beaucoup moins rapidement, et donc on va pouvoir voir des objets beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire, avec des télescopes optiques. Donc ça, c'était assez fondamental. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez la masse redshiftée et la distance, vous pouvez en déduire la masse réellement qui est, quand vous êtes, on va dire, proche des deux objets qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre, donc ce qu'on appelle la masse à la source. Et donc, cette chirp masse, qui est donc la vraie masse, en fait, elle est reliée aux masses M1 et M2 des deux objets par cette équation-là. Alors, il y a une petite astuce pour retrouver M1 et M2, il faut bricoler un peu, mais donc, à partir du moment où vous avez réussi à avoir la distance, en fait, vous obtenez la vraie chirp masse, donc vous avez la masse de M1 et de M2. Et à partir de M1 et de M2, et en rebricolant encore avec la fréquence observée, et encore avec de la distance, en fait, vous allez en déduire, avec cette formule-là, la séparation des deux objets juste avant le contact.
Donc vous voyez que rien qu'avec la forme de l'onde ici, qui paraît pas grand-chose, en fait, les physiciens sont capables de comprendre énormément de phénomènes qui se passent à petite échelle. Parce que cette distance, par exemple, elle est 0, bah, quand on la mesure, en fait, elle fait 100 km. Donc ça veut dire que si on considère deux objets à peu près identiques qui ont fusionné, ça veut dire que les objets ont des rayons de 50 km. D'accord? Donc vous mesurez quand même vraiment la dimension des trous noirs ou des étoiles à neutrons que vous êtes en train d'observer. Voilà, donc j'en ai fini avec le formulaire un peu rébarbatif, mais le formulaire il était important pour que je vous justifie le fait qu'il y ait des choses qu'on peut tirer directement de l'onde gravitationnelle sans trouver l'objet lui-même. Et c'est ça qui est terrible. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un signal d'onde gravitationnelle qui arrive, en fait, très, très rapidement, les physiciens nous annoncent si les deux masses en question. Donc en fonction des masses, on sait si c'est des trous noirs ou des étoiles à neutrons. En gros, si c'est des trous noirs, on a peu de chances de voir un signal astrophysique, nous. Et si c'est des étoiles à neutrons, on a toutes les chances. Donc déjà, c'est bien, parce que dès le début, on a ce renseignement-là. Et la deuxième chose, c'est qu'ils nous disent à quelle distance ça se passe. Donc quand on veut regarder des galaxies, par exemple, qui pourraient héberger ces phénomènes-là, bah, au lieu de taper au hasard sur n'importe quelle galaxie, en fait, nous, on a des catalogues de galaxies dans lesquels on a mesuré des distances, et donc on se dit déjà, on va tronquer le catalogue de galaxies juste aux galaxies qui sont concernées par la distance mesurée par l'onde gravitationnelle. Donc ça, c'est vraiment important, et aujourd'hui, hein, les physiciens nous donnent cette information-là dans les 2 heures qui suivent l'événement. Donc c'est quand même un progrès. Normalement, on devrait converger vers quelques minutes d'ici quelques mois. Alors, les résultats. Alors ça, c'est un schéma assez bien connu maintenant, qui a été publié sur le site de LIGO. Donc sur les runs O1 et O2 entre 2015 et 2017, vous avez, alors ici vous avez une échelle verticale sur laquelle vous avez les masses. Donc 1, 2, 5, 10, 20, 40 et 80. C'est exprimé en masse solaire. Donc c'est-à-dire que si vous placez le Soleil là-dedans, il est là. Voilà, et il est tout seul. Vous avez 2 catégories d'étoiles là qui sont représentées. Là, vous avez des étoiles à neutrons, dont on connaît les masses. Et ici, vous avez des trous noirs dont on connaît les masses. Alors, tout ce qui est violet et tout ce qui est jaune, ce sont des objets qui sont vus en dehors des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et on les connaît parce que, tout comme le trou noir de Messier 87, en fait, c'est des objets qui sont entourés de matière. Et l'astrophysicien regarde la matière qui tombe sur l'objet, regarde un petit peu comment elle est transformée, et en conséquence de ça, on en déduit les propriétés de l'objet en question. Donc c'est pour ça qu'on a déterminé des masses pour des étoiles à neutrons et pour des trous noirs. Et donc ces objets-là, on pense qu'ils sont bien réels, hein, et par contre, on ne les observe pas directement, parce qu'on observe juste les effets qu'ils provoquent sur la matière environnante. Et puis donc ce qui est en bleu là-haut, ce sont les couples de trous noirs qui ont été trouvés avec les ondes gravitationnelles. Et là on se rend compte d'une chose, c'est que ces couples de trous noirs, ils sont au-dessus la masse des trous noirs qui étaient connus. Et ça c'était nouveau. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, vu les théories d'évolution stellaire, on ne s'attend pas du tout à voir des trous noirs de forte masse qui vivent en couple dans cette zone-là. Et pourtant, on en voit. Donc là, c'est un grand mystère. Il y a beaucoup de théories plus ou moins fumeuses pour essayer d'expliquer pourquoi les trous noirs qui seraient isolés pourraient se rassembler, ou pourquoi on pourrait quand même avoir des évolutions stellaires qui fabriquent des trous noirs en couple, etc. Mais pour l'instant, ça reste très hypothétique parce qu'on n'a pas encore beaucoup de cas observés, et donc notamment on n'a pas de distribution de masse, on n'a pas de distribution de rayons, de choses comme ça qui pourraient nous renseigner. Donc du coup, on est un peu embêté, on ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'est les objets les plus faciles à voir avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Comme je vous ai dit lundi dernier, en gros, ils ont rallumé le 1er avril, et vous voyez, donc, on n'est pas loin du 1er avril, et c'est déjà positif, on peut en rajouter une en plus. Voilà. Et alors par contre, ce qui nous intéresse, les astrophysiciens, c'est ça. C'est les couples d'étoiles à neutrons qui fusionnent, et qui vont, alors une fois que c'est fusionné,
l'astre en question, c'est la somme des deux masses à peu près qu'il y avait initialement. Et donc la masse monte, et tout le problème c'est de savoir est-ce que la fusion de deux étoiles à neutrons refait une étoile à neutrons, ou est-ce que ça fait un trou noir. Voilà, donc ça reste aussi dans les hypothèses qu'il faut étudier, et là aussi on n'a qu'un seul cas, et donc on va avoir du mal avec qu'un seul cas de conclure. Voilà, donc ça c'est une vue, on va dire, un petit peu la distribution des masses de ce qui a été découvert, et ensuite il y a aussi la distribution des distances. Alors cet autre diagramme vous montre quelques cas, hein, il n'y a pas tout le monde, mais quelques cas où vous avez la première découverte qui a été faite, elle a été faite sur un objet qui était à 1 milliard d'années-lumière, ce qui est proche hein, pour moi, hein, c'est un univers qui est pas très loin de ce qu'on a nous, et donc du coup on s'est dit c'est assez étrange effectivement qu'on ait cet objet-là positionné ici, et on a vu d'autres cas, et là on va jusqu'à 3 milliards d'années-lumière. Pour l'instant on ne va pas beaucoup au-delà, mais vous avez compris qu'avec la fameuse loi en 1 sur D de l'atténuation des ondes gravitationnelles, ça fait absolument pas peur aux physiciens de se dire qu'on va peut-être en découvrir à 6 milliards d'années-lumière, etc. D'accord? Donc c'est bien. Les signaux émis par des couples de trous noirs sont extrêmement forts comparés à ceux émis par des couples d'étoiles à neutrons. Et donc l'étoile à neutrons qu'on a vue, enfin le couple d'étoiles à neutrons qu'on a vu fusionner, elle est hyper proche de chez nous, elle est là, quoi. Enfin, elle est quasiment collée à nous. Et là, évidemment, ça vient simplement du fait que les masses sont plus petites, donc l'énergie rayonnée dans l'onde gravitationnelle va être plus petite aussi, et donc les détecteurs ils ont plus de mal à les voir. Donc tout est cohérent, on va dire, de ce point de vue-là. Alors, notre gros problème pour les astrophysiciens, c'est de trouver l'astre avec nos télescopes qui a émis ces ondes gravitationnelles. Alors pour ça, en fait, le problème, c'est que vous avez un interféromètre qui est plan. Vous avez eu les photos tout à l'heure, les deux bras, ils sont dans un plan qui est déterminé par la Terre, et donc c'est hors de question de faire un interféromètre avec un troisième bras qui monterait vers le ciel, parce que vous imaginez un bras de 4 km de haut, enfin, ça commencerait à devenir technologiquement n'importe quoi, et donc du coup, on n'a que des plans. Et donc, quand vous avez une onde qui passe dans un interféromètre, nécessairement, si l'interféromètre a réagi, c'est qu'il y a un bras qui a vu l'onde et l'autre qui ne l'a quasiment pas vue. D'accord? Donc, en voyant cela, vous vous dites, l'onde, elle est passée quelque part dans un plan qui coupe le bras qui a réagi. Et l'autre qui n'a pas réagi, il doit être à peu près à 90 degrés de l'onde. Et donc, en conséquence, quand vous regardez une carte du ciel, si vous avez un seul interféromètre, eh bien, la localisation de l'onde, en fait, se fait grâce simplement à un grand cercle qui fait le tour du ciel. Et donc, vous voyez ici, là vous en avez un sur un cas complètement concret, là, où il n'y avait qu'un seul interféromètre qui a réagi. Et donc, du coup, vous avez quelque chose qui est extrêmement difficile à voir, parce que, imaginez, vous avez un télescope, et il faut que vous regardiez sur tout le ciel, en fait, une petite bande, elle fait quand même 8 degrés de large, hein, la bande, donc il faut scanner 8 degrés de large sur tout le pourtour du ciel. Donc c'est pénible à faire, c'est pas très réjouissant, et donc c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs interféromètres. Pourquoi on en met plusieurs? D'abord, c'est pour dire, l'onde qu'on a vue avec l'un, si on l'a vue avec l'autre, c'est que c'est une vraie onde, déjà ça discrimine les faux positifs, et puis ensuite, vous pouvez, grâce à deux interféromètres qui ne sont pas orientés de la même façon, et c'est là toute l'astuce, si vous avez été un peu attentif aux photos, c'est que vous voyez que l'orientation de Hanford n'est pas du tout la même que l'orientation de Livingstone. Voilà. Et donc, en conséquence, ça permet d'avoir des bras qui ne pointent pas dans la même direction, et donc si vous avez deux grands cercles sur la sphère qui se croisent, en fait, ils vont se croiser en 2 points, qui sont diamétralement opposés, et donc ça fait deux zones à explorer, et qui sont diamétralement opposées, c'est-à-dire il y en a une qui va être hémisphère nord et l'autre hémisphère sud, en gros. Voilà. Donc nous, pauvres astrophysiciens, on n'a que cette information-là, et donc on sait qu'il faut qu'on pointe quelque part, soit vers le nord, soit vers le sud, donc il nous faut des télescopes dans l'hémisphère nord, il nous faut des télescopes dans l'hémisphère sud, et puis on y va, on va à la pêche à la ligne, hein,
on regarde tout ce qui bouge dans ces régions du ciel et on espère trouver la contrepartie optique qui correspond donc à l'émetteur des ondes gravitationnelles. Donc là, vous avez pour toutes les ondes gravitationnelles des runs O2, O3, donc vous voyez, là vous avez des énormes bananes. En gros, on n'est pas loin de ça, mais simplement quand vous avez les deux LIGO sont aux États-Unis tous les deux. Et en fait, le bras de levier entre les deux n'est pas assez grand. Ils sont à 3000 km l'un de l'autre, mais c'est pas assez grand pour que les deux grands cercles soient vraiment très très distincts l'un de l'autre. Et donc par conséquent, il y a beaucoup de recouvrement et ça fait ces énormes bananes. Et donc le premier événement qu'on a eu, c'était celui-là. Et vous imaginez quand on l'a eu, donc la fameuse annonce que moi j'ai eue sur mon SMS dans les couloirs de l'IRAP, je savais qu'il fallait que je passe la nuit à faire des images dans toute cette région du ciel. Voilà, donc c'était pas évident à faire, mais au départ tout le monde s'y est mis, enfin tout le monde qui était impliqué s'y est mis, et on va dire que celui-là a été particulièrement étudié, et on n'a jamais rien vu optiquement comme étant une contrepartie de l'onde gravitationnelle. Donc dès le départ on s'est dit, bon bah si c'est deux étoiles de type trou noir qui ont fusionné, visiblement il n'y avait pas de matière autour, parce que pour qu'il y ait un petit peu de lumière qui s'échappe de ça, il faudrait qu'il y ait de la matière qui interagisse aussi au moment de la fusion. Voilà. Il y a quand même deux cas où on a eu la chance d'avoir l'interféromètre Virgo qui fonctionnait, et en conséquence ici vous voyez que les zones de recherche sont considérablement réduites. Et alors c'est super parce que, bon, celle-là, c'est encore deux trous noirs, mais celle-ci, c'était deux étoiles à neutrons. Et donc pour les astrophysiciens, c'était super. On savait que ça allait donner un signal électromagnétique, donc les radioastronomes, les gens des hautes énergies, et nous, au niveau des télescopes optiques, on était tous sur le pont à essayer donc de trouver quelque chose dans cette région-là. Voilà. Donc, la présence de plusieurs interféromètres, elle est fondamentale si vous voulez avoir la chance, à un moment donné, d'identifier clairement sur le ciel quel est l'objet qui a donné lieu à l'émission d'ondes gravitationnelles. Alors, comment ça marche d'un point de vue pratique? Quand vous avez un phénomène qui a lieu, les ondes gravitationnelles, elles sont détectées par LIGO et Virgo. Quelques heures à quelques minutes après, vous avez la petite banane là, qui est dessinée sur une carte. On reçoit cette carte. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle une notice d'alerte. Et puis nous, avec nos télescopes optiques ou rayons X ou ce que l'on veut, en fait, on va pointer dans ces directions-là et on essaye de rechercher les ondes électromagnétiques, et donc on a des jolies images comme ci ou comme ça. Donc là, vous avez le cas de la fameuse fusion d'étoiles à neutrons. Donc vous avez ici le signal en optique. C'est une toute petite étoile qu'on voit à côté d'une grosse galaxie. Et puis ici, vous avez un tout petit signal rayon X, avec ce télescope-là, qui est à côté du centre de la galaxie, qui lui rayonne aussi un peu en rayon X, parce que ça doit être encore une galaxie qui héberge un trou noir en son centre. Donc il y a des trous noirs un peu partout, évidemment. Alors, nous, nos télescopes optiques, ils ne sont pas répartis au hasard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il en faut dans l'hémisphère nord, il en faut dans l'hémisphère sud. Alors, dans l'hémisphère nord, on en a un qui est en France, à côté de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Ce télescope, donc, c'est le premier qu'on a construit au niveau de l'IRAP, et on l'a installé en 1998. Et puis ensuite, on a installé un autre télescope jumeau du premier au Chili, à l'Observatoire européen austral. Donc ces deux télescopes sont opérationnels depuis pas mal d'années maintenant. Ensuite, en 2010, on a eu la chance d'avoir un milliardaire qui nous a donné de l'argent pour construire un télescope, ça arrive hein, de temps en temps. Et donc ce télescope, il est un peu plus grand que les autres, et il est installé ici en Australie. Et puis ensuite, plus récemment, on a installé un troisième petit télescope sur l'île de la Réunion. Donc là, l'idée c'est de bien couvrir l'hémisphère sud. Alors pourquoi on n'en a pas mis aux États-Unis? Parce qu'on a beaucoup de collègues américains qui en ont déjà mis, donc autant essayer de ne pas rentrer en concurrence avec des gens qui sont chez eux, hein, donc c'est plus facile. Pourquoi il n'y en a pas en Russie? Parce qu'on a des collègues russes qui ont développé aussi leur système de suivi sur toute la Russie, et donc
géostratégiquement sur la Terre pour être dans la bonne concurrence, on va dire. Alors notamment, là où on est champion du monde, c'est entre l'Australie et la Réunion, en fait, c'est l'océan Indien. Nous, on est, à l'IRAP, on est les maîtres de l'océan Indien, c'est-à-dire qu'on n'a personne, parce que là, vous avez les Anglais qui pleurent, parce qu'ils nous disent « Ouais, mais nous, on aimerait bien s'installer à la Réunion. » Alors, on fait des mains et des pieds pour qu'ils n'y arrivent pas. Et oui, alors, ça leur apprendra. Et puis, les collègues australiens, on les connaît depuis suffisamment longtemps pour pas qu'ils se laissent influencer par ces gens-là. Voilà, donc on maîtrise cette région-là du monde. Et donc, quand il y a un événement qui arrive et que c'est favorable pour cette région-là, en fait, là, nous, on est champion, on maîtrise la situation. Après, quand ça arrive sur la longitude du Chili ou des États-Unis, on a énormément de concurrence. Et évidemment, là, on a du mal à faire le poids avec notre télescope de 25 cm quand vous avez des armadas de télescopes d'1 mètre ou de 2 mètres qui sont évidemment en branle là-dessus. Donc, finalement, il faut aussi composer avec les moyens qu'on a. Hein. Nous, on n'a pas des moyens budgétaires énormes, et donc on essaye, on va dire, de s'installer intelligemment pour compenser, on va dire, le manque de budget. Alors là, c'est un autre... donc, c'est pas un autre, c'est toujours le fameux petit... la micro-banane qui est là, qui résulte du fait qu'il y avait l'interféromètre Virgo qui a pu... nous restreindre la zone de recherche. Et là, vous voyez, typiquement, c'est fait avec le télescope qui est à l'île de la Réunion. Et donc, le champ de vue du télescope, c'est les petits carrés que vous voyez là. Donc, vous voyez qu'en 10 champs de vue, en fait, on a fait le tour de la zone de recherche. Alors, la stratégie d'observation, c'est la suivante. En gros, on pointe un des champs, ici, et on reste à peu près 5 minutes dessus. On enregistre plusieurs images pour discriminer s'il y a des objets un peu à enlever, style astéroïdes, etc. Et puis, on change de champ donc, au bout de 5 minutes. Et puis, aux 5 minutes après, on fait ça. Donc, en gros, en 1 heure, on a fait le tour de la zone. Et une fois qu'on est arrivé là-haut, on reprend la première et hop, on retourne comme ça. Donc, en gros... En 2 heures, vous avez balayé 2 fois la zone, et donc en balayant 2 fois la zone, en fait, vous pouvez commencer à vraiment à détecter quelque chose qui est nouveau, qui a bougé en termes d'éclat, et donc on essaye d'identifier qu'est-ce qui pourrait être la contrepartie optique. Et donc sur ce cas-là, qui est une fusion d'étoiles de type trou noir, hein, donc on n'a rien vu, comme il était prévu. Voilà, bon. Mais oui, mais on cherche quand même, parce que si on voyait quelque chose, je peux vous dire que les théories qui excluent de toute façon l'émission d'ondes en optique, elles tombent à l'eau. Donc déjà, vous pouvez en balayer plein, parce que je dirais presque toutes prédisent qu'on ne doit rien voir. Alors on essaye de bien voir qu'on ne voit rien. Alors bon, quand on voit quelque chose, ça plaît beaucoup aux astrophysiciens, et donc c'est le cas de la fusion d'étoiles à neutrons du 17 août 2017. Donc comme vous voyez avec la date, c'est pas facile, parce que le 17 août, tout le monde est en vacances, et on est plutôt en slip de bain autour de la piscine que derrière le télescope. Donc ça n'a pas été facile de se motiver, mais c'était motivant quand même. Voilà, donc là vous avez l'onde gravitationnelle, alors qui est représentée sous une autre forme que les oscillations que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, c'est juste l'amplitude de l'onde. Hein. Donc, en gros, c'est l'enveloppe externe de l'onde. Et donc, on voit qu'ici, la fréquence a augmenté jusqu'à s'arrêter à un moment donné. Donc, là où ça s'arrête, on peut considérer que les 2 étoiles à neutrons ont fusionné. À partir du moment où elles ont fusionné, on dit, ça y est, on déclenche le chronomètre, c'est le temps T0. Et donc, juste après ça, on a des satellites donc munis de détecteurs de type compteur Geiger, hein, qui sont dans l'espace. Et ces satellites-là, en fait, ont vu un petit signal 2 secondes après la fusion ici. Alors là, c'est là où c'est étrange. Pourquoi 2 secondes? Donc les gens s'affairent depuis 2017 là-dessus, vous voyez, donc ça fait maintenant 2 ans qu'il y a plein d'hypothèses qui sont mises les unes derrière les autres, avec plus ou moins de succès, pour expliquer effectivement ce petit retard d'émission électromagnétique par rapport à la fusion elle-même, dont on sait très bien qu'elle a eu lieu donc, plusieurs heures après. Donc là, vous voyez, ça c'est du signal
rayon gamma, rayon X. Et donc c'est des signaux qui sont extrêmement courts. Ils ont lieu 2 secondes après, mais ils durent eux-mêmes que quelques secondes. Hein, donc c'est ce qu'on appelle un sursaut gamma court. Et donc c'est attendu en fait. Hein, quand il y a 2 étoiles à neutrons qui rentrent en fusion, normalement ça fait un sursaut gamma court, mais en fonction de la géométrie de l'orbite, soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas, ce sursaut gamma. Là on a eu de la chance. La géométrie était telle que vous pouvez voir à la fois la l'onde gravitationnelle, le sursaut gamma court, et en plus on pouvait voir l'émission d'ondes en optique. Et donc c'était vraiment un cas d'école. On ne sait pas si c'est par chance qu'on a eu ça, que ça ne se produira plus jamais, ou est-ce que dans le prochain run d'ondes gravitationnelles on en aura d'autres. Ça va être le grand mystère, mais on les attend. Et donc ce signal électromagnétique attendu, c'est ce qu'on appelle la kilonova. Donc une nova, c'est quelque chose qui a été, on va dire, c'est une notion qui a été un peu inventée par les astrophysiciens en herbe du 19e siècle, lorsqu'il y avait de temps en temps une étoile qui apparaissait en plein été dans la constellation, souvent c'était dans la constellation du Cygne, donc en plein milieu de la Voie lactée. L'étoile restait brillante, brillante, on la voyait à l'œil nu, pendant quelques semaines, et puis ensuite, hop, elle disparaissait. Donc ça s'appelle une nova. En gros, on sait aujourd'hui que c'est un couple d'étoiles dont l'une a quelques bouffées de chaleur, on va dire, et les novas peuvent se reproduire, puisque l'étoile qui a émis cette quantité de lumière, en fait, n'est pas morte derrière, elle peut encore refaire des choses. Donc on connaît quelques novas récurrentes qu'on surveille, et il y en a même une il y a quelques années où on a prédit qu'elle allait se réveiller à nouveau, parce que c'est une question d'orbite en fait entre les 2 astres, et donc on s'est dit on va attendre, mais là cette année elle devrait se réveiller. Effectivement, la nova a eu lieu. Donc les novas, c'est quelque chose qui, en gros, c'est un astre qui soudainement apparaît, assez brillant, et puis qui met quelques semaines à s'en aller. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des supernovas. Les supernovas, c'est des étoiles qui sont vraiment en fin de vie. Donc elles vont exploser, elles ne vont pas exploser une deuxième fois, après soit il n'y a plus rien, soit il y a un astre de type étoile à neutrons ou trou noir. Et donc les supernovas, comme leur nom l'indique, ça émet beaucoup plus d'énergie qu'une nova. Voilà. Et alors, pourquoi kilonova dans ce cas-là? Parce que les théoriciens qui ont prévu l'existence de ces astres avant qu'ils soient découverts, en fait, ils se sont dit, ah ben, on est entre l'énergie des novas et l'énergie des supernovas. Alors on va appeler ça soit des macronovas, soit des supernovas. Alors il y a eu un petit peu de débat là-dessus, mais ce qui semble maintenant, c'est que tout le monde s'accorde pour dire kilonova. Alors pourquoi kilonova? Parce que simplement ça fait à peu près 1000 fois l'éclat d'une nova. Voilà, donc kilonova, c'est tout bête. Voilà, donc ce signal-là, il a été vu sur cet événement donc gravitationnel. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire un petit peu un schéma de ce qui se passe. Alors, le point noir qui est au milieu, c'est le couple d'étoiles à neutrons qui a fusionné. Visiblement, il doit y avoir autour de ce couple d'étoiles à neutrons quelque chose qui ressemble à un disque. C'est un petit peu le même disque que vous avez vu sur l'image du trou noir de Messier 87, sauf que pour Messier 87, on voit les choses de face. C'est-à-dire que vous êtes ici, sur le petit point rouge que je fais clignoter, là, et donc vous voyez en fait le disque tout autour du trou noir. Donc là, ici, il est représenté par la tranche. Ce disque-là, en fait, lorsque la fusion va avoir lieu, il va se faire chauffer énormément. Et donc ici, vous avez des choses qui sont émises. Vous voyez les petites flèches bleues. Et donc les petites flèches bleues, en fait, vont provoquer la fameuse émission qui va être associée, on va dire, aux hautes énergies. Et puis vous avez une espèce de grande coquille ici de matière autour, qui va s'échapper à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière, et qui est éjectée par le blast en fait de l'explosion. Et donc cette chose-là est vue avec les télescopes optiques. Donc il y a un peu de tout. Il y a un jet ici qui n'est vu qu'en rayon gamma. Les
petites choses ici plutôt en rayon X, et puis ici, plutôt en optique. Et donc, en fonction de la position de l'observateur, soit vous voyez quasiment uniquement de l'optique, soit vous voyez uniquement du gamma, ou alors, si vous avez de la chance, bah, vous voyez un peu tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, on a eu vraiment de la chance, c'est que la géométrie du couple d'étoiles par rapport à nous sur Terre, bah, ça convenait, et donc on a vu tous les phénomènes. Et donc, à l'IRAP, comme je vous disais, donc on est en cheville avec l'Université d'Australie, avec le télescope ZADCO, et donc on a fait le suivi, là vous voyez la décroissance lumineuse donc de cette coquille rouge, là, ici, en fonction du temps qui passe. Alors, là, vous ne voyez pas, c'est écrit trop petit, mais à chaque fois que vous avez un chiffre, là, c'est un jour qui passe. Donc, au jour 0, bah, personne n'était capable d'observer. Et puis, à partir du premier jour, bah, on voit quelque chose qui est assez brillant, et puis qui décroît ensuite. Alors, pour les astronomes amateurs de la salle, le assez brillant, c'est magnitude 17. Donc c'est faisable avec un petit télescope, enfin en tout cas avec le télescope qu'il y aura ici sur le toit de l'université, vous pourrez faire de la kilonova les doigts dans le nez, hein, normalement. Sinon vous êtes nuls. Voilà. Donc là ça met à peu près 6 jours à décroître et ensuite c'est très difficile à continuer d'observer. Mais donc vous avez en gros une semaine pour vous retourner, donc c'est assez sympa. C'est pas quelques minutes comme... moi, j'ai l'habitude de faire avec les sursauts gamma. Si vous étiez venu l'année dernière à cette conférence, je vous ai parlé des sursauts gamma. Et là, il faut réagir dans les quelques minutes. Et ça dure 1 ou 2 heures et après, c'est terminé. Là, on a de la chance, c'est quelques jours d'observabilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Dans le futur, c'est maintenant. C'est-à-dire que le Renault 3 a commencé en 2019. Nous, on est toujours avec nos télescopes à l'IRAP prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Ce run, il va durer encore 1 an. Et donc, en avril 2020, ils vont arrêter à nouveau les expériences pendant 1 an pour faire une dernière modification sur les interféromètres d'ondes gravitationnelles. Et donc, normalement, le LIGO devrait repartir en 2021 avec sa configuration de course. C'est-à-dire, en gros, ça va être encore plus performant. Et donc, c'est un peu pareil pour Virgo et Cagra, avec toujours un peu de retard. Alors, ce que vous voyez là, vous voyez, le retard que l'Europe a pris sur les États-Unis, c'est juste qu'à un moment donné, la Commission européenne, dans les années bien avant, là, au début, vers 2010, avait décidé que ça ne servait à rien, Virgo, et donc ils ont coupé l'argent pendant quelques temps. Donc on a pris du retard. Et donc quand ils se sont réveillés, se dire « Ah merde, les autres ils avancent et pas nous », donc on a pris du retard, et ce retard il se retrouve, et évidemment c'est pour ça que les Américains, quand ils présentent les ondes gravitationnelles, ils disent toujours « c'est nous », parce qu'effectivement ils sont toujours en avance. Alors ils ne sont pas nécessairement en avance sur la technologie elle-même, mais en avance sur les financements surtout. Donc ça joue. Voilà, donc ça c'est juste une histoire de politique scientifique hein, derrière. Voilà, et puis donc pendant le Renault 3, en fait, on a décidé avec des collègues français et d'autres internationaux de créer un réseau qui s'appelle GrandMA, que je vais décrire juste après. Et enfin, lorsqu'on sera en pleine possession des moyens des détecteurs d'ondes gravitationnelles en 2022, eh bien, on aura au niveau de l'IRAP une mission qui s'appelle SVOM, qui sera lancée en 2022, donc ce sera du pain béni pour ça, et qui aura la mission de regarder les hautes énergies émises par les astres à ondes gravitationnelles. Donc, au niveau de l'IRAP, il y a de quoi faire. Donc, si vous voulez tenter votre thèse sur SVOM, ça doit être possible de pouvoir s'amuser utilement en 2022. Alors, je reviens sur le réseau GrandMA. Pourquoi le réseau GrandMA? Parce que vous avez vu, moi j'ai des télescopes qui sont de petit diamètre, hein. Il y a 25 cm, 18 cm, 1 mètre, c'est déjà pas mal, mais ça reste des petits télescopes. Et en fait, on est très nombreux dans le monde à avoir des petits télescopes et à être chacun de notre côté. Donc on s'est dit, on va se faire comme une petite association. Et donc on a créé le réseau GrandMA avec des collègues du laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay. Et donc, voilà, maintenant on a, vous voyez ici il y a plein de photos, il y en a même que j'ai pas mises en dessous là, ici, mais on a pas mal de télescopes qui ne sont pas des télescopes
on va dire, qui font rêver les journalistes scientifiques. C'est parfois des vieux bousins recyclés, parfois des télescopes tout neufs mais sous-utilisés. Et puis donc voilà, du coup on a aussi des pays émergents. Là, il y a le comment ça s'appelle, en Géorgie, là, tous ces pays de l'ex-URSS qui s'équipent et qui souvent n'ont pas soit les astronomes pour mettre des programmes scientifiques pour occuper tout le temps de télescope, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus financiers pour assurer d'ouvrir leur télescope à plein de choses thématiques différentes. Donc du coup, on les a contactés, tous ces gens-là, et donc maintenant on a un petit réseau comme ça qui est prêt à bondir. Et comme je vous disais, il faut qu'il y en ait dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. On essaye d'éviter les États-Unis. On en a quand même, hein. Alors on l'a pas mis ici. On a quelques dissidents américains. Ça arrive. Des gens qui nous disent, nous on préfère travailler avec vous qu'avec les Trumpistes. Là. Voilà. Donc, rejoignez-nous. Et alors, parallèlement à ça, on a décidé de faire quelque chose dans le réseau Grandma. Ça s'appelle Kilonova Catcher et c'est de la science participative pour les astronomes amateurs. Donc ça concerne pas mal de gens dans cette salle, pourquoi pas. Donc en fait, on a fait un petit site web qui permet de référencer les ondes gravitationnelles qui ont eu lieu, de vous indiquer à quel endroit il faut observer pour essayer de trouver les kilonovas. Alors c'est intéressant parce que du coup, on offre la possibilité à n'importe qui sur Terre de pointer son petit télescope et de trouver la kilonova avant tout le monde. Donc vous êtes le découvreur de la contrepartie optique d'une onde gravitationnelle. C'est pas rien quand même. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, il y a eu l'émission La Tête au carré de vendredi dernier qui a eu lieu. Donc vous pouvez télécharger en podcast et qui décrit ça. J'ai ma collègue du laboratoire de je ne sais plus comment ça s'appelle, l'APC à Paris, qui vous parle de ça. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site web qu'on a mis en place, en fait, c'est un petit peu quelque chose qui a eu lieu presque dans cette salle, puisque c'était l'année dernière, votre collègue Benjamin Chabert, qui était en L2 l'année dernière ici, qui est venu voir en me disant est-ce que je peux faire un stage avec vous sur ce que vous faites. Je lui ai dit, bon, un stage, je ne vois pas trop là comme ça, mais on va y réfléchir. Et donc, l'idée, c'est que je lui ai dit, écoute, c'est très simple, tu vas nous développer le site web pour les astronomes amateurs, et donc il faut lui trouver un nom, etc. Donc, on lui a trouvé le nom Kilonova Catcher, et puis il a passé son stage à l'IRAP à développer ce truc-là. Donc, il y a son nom qui apparaît dans les pages du Kilonova Catcher. Et donc, voilà, on a aussi la possibilité parfois de faire travailler les étudiants de l'université Paul Sabatier à des choses intéressantes quand même. Hein. Voilà. Le futur, c'est 2034. Alors là, on commence à s'éloigner un peu. Mais je vous ai dit tout à l'heure, pour détecter les ondes gravitationnelles, ce qui est vachement bien, c'est d'avoir des grands bras sur les interféromètres. Donc, si vous êtes dans l'espace, vous pouvez avoir des bras qui font des millions de kilomètres. Il suffit d'avoir 3 satellites qui naviguent, on va dire, de façon concertée. Et cette navigation concertée, alors, comment on fait? En fait, c'est simple dans le principe, il y a 2 lasers par bras, un qui part, un qui revient. Et donc, la stabilité du système est assurée par 6 lasers en tout, en plus des lasers qui eux-mêmes feront les mesures. Et donc, ça s'appelle donc le projet LISA. Et ce projet-là, il a déjà eu, on va dire, des prémices, c'est-à-dire 2 satellites qui ont navigué ensemble autour de l'orbite terrestre, histoire de vérifier qu'effectivement on était capable de tenir les 10-21 sur une mise en orbite. Et effectivement, ça a été un très grand succès. Ça a été LISA Pathfinder, qui a eu lieu en 2014, je crois, 2014-2015. Et donc, à partir de là, on connaissait la faisabilité de ça. Il ne restait plus qu'à découvrir les ondes gravitationnelles pour convaincre définitivement les gouvernements à mettre de l'argent, ce qui a été fait en 2015. Et donc maintenant, le projet LISA, ça y est, c'est sûr, il va se faire, puisqu'on sait à la fois que technologiquement c'est faisable et que scientifiquement, on sait ce qu'il faut voir.
Alors, malgré tout, l'ISA ne va pas être la chose qui va complètement remplacer les interféromètres qu'on a au sol. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu les fréquences de sensibilité de nos appareils, LIGO, Virgo, là, c'est ce truc-là, et donc ça couvre des fréquences qui sont de l'ordre de 10 Hz à 1000 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, LIGO et Virgo, c'est des appareils qui sont capables de voir vraiment la fin de la fusion des étoiles. C'est-à-dire, il faut que les deux étoiles, que ce soit des trous noirs ou des étoiles à neutrons, soient en train de tourner l'une autour de l'autre avec des périodes qui soient inférieures à 1/10 de seconde. Donc vous imaginez, le truc c'est infernal quand même, hein, ça tourne à une vitesse. Alors c'est vrai que les astres font à peu près 50 km de diamètre, donc vous pouvez imaginer deux astres qui sont séparés à peine de la distance Toulouse-Bordeaux et qui ont une période de révolution de 0,1 seconde. Hein. C'est rapide. Hein. Ouais. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on voit avec les interféromètres LIGO et Virgo. C'est vraiment la fin de la fusion. Et la fin, d'ailleurs, elle se termine ici, puisque vous voyez une cassure dans la fréquence, puisque après, ça s'écroule. Là, en fait, on est rentré en fusion et à la fin, il n'y a plus rien. Donc, nous, on voit passer les astres comme ça, vous voyez, qui évoluent et qui, à un moment donné, ils rentrent dans la fenêtre d'observabilité de LIGO, et moins d'une minute après, vous voyez, là vous avez le minutage, moins d'une minute après, votre astre il n'existe plus, enfin la fusion a eu lieu. Hein, donc on est vraiment sur des appareils qui voient la dernière minute de vie de ces couples-là. L'ISA, du fait qu'il soit dans l'espace, est beaucoup moins sensible aux vibrations qui sont générées par les humains, par les tremblements de terre, etc. Et en conséquence, les fréquences d'observation sont, elles, beaucoup plus basses, donc, enfin beaucoup plus courtes, pardon, donc les périodes sont beaucoup plus longues, donc ici, comme c'est des Hertz, vous voyez, ici c'est 100 secondes, donc les astres que pourront voir l'ISA, ce sont des astres qui tournent l'un autour de l'autre avec une période de 100 secondes, c'est-à-dire en gros 2 minutes. Alors c'est pas mal hein, déjà, ça veut dire que les astres, ils sont pas loin de pouvoir fusionner, mais on les voit quand même bien avant la fusion. Et alors ce que vous pouvez voir ici, c'est que si l'ISA arrive à détecter des astres qui sont par ici, en fait, ça veut dire qu'il leur reste 1 an de vie. Et alors c'est génial parce que ça veut dire que l'ISA va trouver des astres qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre, et on sait que dans 1 an pile, et alors en plus c'est super facile à calculer l'instant vraiment hyper précis, hein, la relativité générale est très précise là-dessus, et donc du coup vous pouvez faire une prédiction, comme quoi avec les interféromètres au sol, vous allez voir à telle date, à telle heure, la fusion qui aura lieu. Voilà. Donc du coup, pour les astrophysiciens, c'est plutôt bien, parce que grâce à l'ISA, en fait, on va pouvoir se préparer 1 an avant, à regarder le champ du ciel et à se dire, on est prêt à mitrailler, quoi. Donc du coup, ce sera beaucoup moins la pêche à la ligne, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ça, alors les traits bleus foncés, c'est pour les couples de trous noirs, et les traits bleus clairs, c'est pour les couples d'étoiles à neutrons. Mais en gros, bon, tout ce monde-là est facilement détectable par les limites de détection qui sont prévues par l'ISA, et puis pour LIGO, c'est très facile aussi. Donc c'est ça l'avenir qui nous attend quand on parle d'astronomie gravitationnelle, c'est parce que quand on va coupler un peu les instruments espace et les instruments sol, en fait on va avoir tout le scénario de la fin de ces couples-là. Alors jusque-là, je vous ai parlé des astres qui vivaient en couple, qui étaient on va dire les tartes à la crème pour voir des ondes gravitationnelles. Maintenant, une supernova classique, un sursaut gamma long, etc. Tout ça, c'est des astres qui vont aussi émettre des ondes gravitationnelles. Seulement, si vous voulez, comme ce n'est pas des astres qui tournent les uns autour des autres, la forme de l'onde est beaucoup plus difficile à prédire. Et en conséquence, aujourd'hui, les systèmes de détection ici n'ont pas vraiment les capacités de pouvoir analyser en direct toutes les formes d'ondes possibles qui ne sont pas du type les choses qui tournent les unes autour des autres. Donc
c'est quelque chose qui évoluera aussi. Hein. Je pense qu'en 2022, quand tous les instruments seront figés, les gens penseront à faire autre chose que de l'instrumentation, et là ils se poseront la question de se dire si on travaillait sur la détection de formes d'ondes qui sont différentes de ce qu'on observe d'habitude pour un couple d'étoiles. Voilà, donc il y a encore d'autres astres qu'on va pouvoir explorer grâce à toutes ces améliorations-là. Et enfin, donc, pour conclure, voilà comment va se passer le 21e siècle de l'astronomie, ce qu'on appelle multimessager. Donc pourquoi multimessager? Parce que ce qu'on appelle un messager, c'est les ondes électromagnétiques, c'est un messager. Les ondes gravitationnelles, c'est un autre messager. Et bien il y a encore d'autres, il y a deux autres messagers que je n'ai pas parlé jusqu'ici. Il y a les neutrinos, qui sont eux-mêmes des particules un peu spécifiques, donc c'est un troisième messager. Et il y a un quatrième messager que sont les rayons cosmiques, qui sont connus depuis plus longtemps, mais qui sont aussi étudiés, et aujourd'hui on commence à faire de l'astronomie des rayons cosmiques, mais bon, c'est un peu... disons, les cartes du ciel sont très floues pour l'instant, pour faire simple. Et donc ici je vous ai mis un petit peu quelques astres, ce qu'on appelle progéniteurs, c'est-à-dire des astres qui vont engendrer cette astronomie multimessager. Donc on a les supernovas thermonucléaires, on a les supernovas d'effondrement de cœur, les sursauts gamma longs, les sursauts gamma courts, les couples d'étoiles, les couples de trous noirs massifs, et puis un truc bizarre qu'on appelle les FRB, on ne sait pas ce que c'est, et qui pour l'instant ne sont vus qu'en ondes radio. Mais on est à peu près persuadé qu'on arrivera à les voir avec d'autres moyens. Et donc, ces astres-là, il y en a certains, on les connaît plutôt bien, ceux qui sont à gauche, là, ici, maintenant, on observe des milliers de supernovas par an. Les sursauts gamma, on en observe des centaines, enfin une centaine par an, on va dire. Et puis, maintenant, ces astres supermassifs, binaires, trous noirs, on en a observé une dizaine. Et puis les FRB, on en connaît une vingtaine, ou entre 20 et 100, ça dépend ce qu'on met dans la boîte. Et là, ça reste encore tout un mystère, on sait vraiment pas grand-chose là-dessus. Et donc ici, en dessous, je vous ai mis les instruments. Il faut toujours bien voir que l'astrophysique, c'est des astres d'un côté et des instruments de l'autre. Et donc les instruments, soit vous avez des télescopes optiques, ça c'est plutôt ma spécialité, vous l'avez compris, soit des détecteurs à neutrinos, ça c'est mes collègues du laboratoire de Marseille, ce qu'on appelle le CPPM à Marseille. Il y a les rayons gamma qui sont aussi bien couverts au niveau de l'IRAP, et puis ensuite donc les ondes gravitationnelles, et puis la radioastronomie. Donc tout ce monde-là, en fait, c'est de l'astronomie un peu vraiment moderne. Hein. Il y a 15 ans, rien n'existait de toutes ces choses-là. Et donc, c'est aujourd'hui des grands thèmes de recherche dont l'IRAP est quand même partie prenante, malgré parfois quelques réticences, comme je vous disais au départ, de collègues qui n'y croient. Il y a toujours des collègues qui ne croient jamais en rien. Donc, voilà. Bon, et il faut de temps en temps se dire, ouais, si c'est faisable. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé l'exposé, je peux répondre à quelques questions si vous voulez. Oui. Moi j'ai une question par rapport au transparent précédent. En fait, qu'est-ce qui fait que l'ISA et les interféromètres qu'on a actuellement, ils ne mesurent pas sur la même période de fréquence? Alors, LIGO Virgo, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir les basses fréquences, parce que les basses fréquences sont complètement polluées par les ondes telluriques. Vous passez en mobilette à côté, c'est bon, quoi. Ça fait une variation, ça ne marche pas. Alors, dans l'espace, on peut faire un peu ce qu'on veut dans l'espace, mais l'idée c'était justement d'essayer d'être complémentaires. Donc, si on était, vous voyez, dans l'espace, pile sur la même zone qu'ici, en fait, les gars, ils n'auraient jamais eu l'argent pour le faire, parce que si c'est pour refaire la même chose qu'il y a au sol, mais dans l'espace, juste histoire de dire on est dans l'espace, ça ne servait à rien. D'accord? Donc c'est juste une analyse un petit peu pertinente de la science qu'on veut faire, et se dire, en fait, on veut complémenter. Voilà.
c'est pas un problème technologique, hein. Je pense que l'ISA peut très bien travailler dans ces domaines-là. Ça n'a pas été choisi, c'est tout. Ouais. L'onde gravitationnelle, qu'est-ce qu'elle va avoir comme influence sur l'interféromètre finalement? Alors, ça c'est une vraie question, et ben, je ne sais pas toujours répondre, je ne suis pas assez fort en relativité générale, mais ce qui se passe c'est que le photon n'a pas de masse. Donc en fait c'est bien parce que déjà on a quelque chose qui n'est pas influençable de par sa masse, donc ça c'est bien. Et ensuite l'onde gravitationnelle, bah, il faut, vous voyez ici il y a L parallèle et là L perpendiculaire. Donc en fait ça veut dire qu'on considère ici, pour le cas exemple ici, c'est que en fait si vous avez une onde qui arrive comme ça, en fait elle va influencer ce bras là, ok, et elle n'influencera pas celui-là. Et donc du coup, l'influence que vous allez avoir, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et en fait, votre photon, lui, comme il n'a pas de masse, en fait, lui, il suit ce qu'on appelle les géodésiques de l'espace-temps. Donc, si vous déformez l'espace-temps, le photon suit cette déformation de l'espace-temps. Donc, du coup, le photon voit la déformation de l'espace-temps, alors que si on avait quelque chose de vraiment massique, je ne peux pas le certifier, quoi. Parce que ça va être plus compliqué, vu que lui-même, avec sa masse, rentre dans la déformation de l'espace-temps. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un retard entre le moment où les étoiles fusionnaient et le moment où on avait les ondes électromagnétiques qui arrivaient. Oui. Celui-là. Oui, j'ai dit qu'il y avait un retard de 2 secondes. Pardon, là? Qu'il y avait un retard de 2 secondes. Oui, 2 secondes. Alors, si quand on suit les géodésiques de l'onde gravitationnelle, est-ce que par hasard, je ne sais pas, par exemple, il y a l'onde qui passe, Oui. la perturbation s'atténue derrière lui, et le photon, du coup, il est un peu comme ralenti. Ça peut intervenir, effectivement. Alors, ce qui semble être aujourd'hui le plus probable, c'est un mécanisme plus simple que ça. C'est que les photons qu'on voit sur les pics d'émission en rayons gamma, en fait, ils sont émis par les pôles de l'étoile. C'est-à-dire, en fait, c'est les photons qui sont à l'intérieur du cône qu'on voit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, la matière, elle est dans le plan. La matière, vous voyez, vous imaginez, il y a un couple d'étoiles à neutrons qui est entouré d'un disque, en fait. Et en fait, c'est lorsque la fusion a lieu, en fait, ça va... Alors, les étoiles à neutrons sont extrêmement magnétisées, et donc, lors de la fusion, il va y avoir des recombinaisons magnétiques qui vont justement chasser de la matière du disque vers le jet. Alors ça, on le sait parce que sinon il n'y aurait pas de jet, et donc il n'y aurait pas d'observation possible. Mais ça on le sait parce que les sursauts gamma courts, on les connaît depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc on a quand même des bonnes idées là-dessus. Et du coup les gens se sont dit, bah justement ces 2 secondes-là, c'est peut-être tout simplement le temps qu'a mis la matière pour passer du disque à l'éjection dans le jet. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le jet, vous avez des bouffées de matière finalement qui sont envoyées dans le jet comme ça. S'il n'y avait eu qu'une seule bouffée de matière, on ne verrait même pas le pic d'émission qu'on voit là, parce que en fait si vous avez qu'une seule émission, la matière se retrouve éjectée dans le jet. Alors c'est une éjection qui est extrêmement rapide, c'est ultra relativiste, et donc cette matière est éjectée à une vitesse extrêmement importante comme ça. Et puis si elle est juste éjectée comme ça, il ne se passe rien en fait, on ne la voit pas, on ne peut pas la voir avec des ondes électromagnétiques. Pour la voir, il faut avoir la chance que le disque qui est autour des étoiles à neutrons soit suffisamment inhomogène pour qu'il y ait plusieurs bouffées de matière qui soient éjectées dans le jet, et donc vous avez des bouffées qui sont éjectées comme ça, alors qui sont éjectées avec des retards qui sont de l'ordre
de quelques dixièmes de seconde, c'est pas grand-chose là, mais il arrive fatalement, à un moment donné, vous avez une bouffée qui rattrape l'autre. Et en fait, ce qu'on voit, en fait, les pics que vous voyez là, en fait, ça on le sait maintenant, c'est lorsque vous avez une bouffée qui est plus rapide que celle de devant et qui la rattrape. Alors, tout ça, ça se passe quasiment à la vitesse de la lumière en plus, puisque vous êtes ultra relativiste. Et donc, c'est un peu comme les percussions sur l'autoroute, c'est-à-dire que vous avancez à 130 sur l'autoroute et vous avez quelqu'un qui avance à 131 à l'heure derrière vous. Et il rentre en collision avec vous. Conclusion, la percussion se fait à 1 km à l'heure. D'accord ? Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde avance quasiment à la vitesse de la lumière, mais en fait, la percussion elle-même, elle n'est pas si violente que ça. Elle est violente quand même, mais c'est pas si violent et c'est pas ultra relativiste au niveau de la collision elle-même. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir le rayonnement gamma, sinon, si c'était pas comme ça, on ne pourrait pas avoir le rayonnement gamma. Si vous voulez, c'est en déroulant plusieurs scénarios que les chercheurs, à un moment donné, se sont dit celui-là tient bien la route, quoi. Les autres, on peut les faire disparaître. Et donc, aujourd'hui, comme ça fait une vingtaine d'années qu'on les observe, c'est sur saut gamma court, le scénario est bien établi. Alors donc, du coup, on sait que c'est de la matière qui doit être éjectée du disque et qui doit être transportée jusque dans l'éjection. Et en plus, il faut attendre un certain temps pour qu'il y ait des bouffées qui rattrapent les autres. En conclusion, ces 2 secondes, eh ben, elles incluent ce phénomène-là. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas trop, c'est est-ce que ça inclut tout ce phénomène-là, ou est-ce que, comme vous dites tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi des perturbations qui sont dues vraiment à des phénomènes où on pourra mettre en évidence de la relativité dynamique, on va dire, là, des choses qui se passent au niveau de la réorganisation de l'astre central, et bien ça, on n'en sait rien. Mais parce qu'en fait, il y a trop de paramètres libres aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on cherche les autres kilonovas qui vont suivre, parce qu'on espère bien de voir quel est le retard qu'on a pour d'autres kilonovas. Parce que si, admettons que ce soit un retard universel, c'est toujours 2 secondes, et ça ne peut pas être autre chose que 2 secondes, on va quand même se poser des questions. S'il y a des retards qui vont jusqu'à 10 secondes, on va se dire, waouh, il doit y avoir tellement de facteurs possibles là-dedans que ça va être inextricable à démêler parce qu'il y a trop de paramètres. Alors maintenant, les astrophysiciens, ils aiment bien collectionner les astres et puis les classer. Et alors c'est évident que comme on connaît les masses des étoiles à neutrons et qu'on va mesurer l'intervalle de temps qui nous sépare entre la fusion et l'émission gamma, on va essayer au départ de corréler s'il y a une corrélation entre les masses et ce temps. Est-ce que plus les masses sont grandes, plus le temps est long ou pas? Ça va être l'objet de quelques stages de M1 en astro d'ici 2 ans. Vous voyez, je peux déjà faire des prédictions comme ça. C'est-à-dire, on va vous prendre en stage et puis on va vous dire, voilà, là sur ce disque-là, il y a des données, on ne sait pas dans quel format. Vous avez déjà passé une semaine à comprendre quel est le format qui a été utilisé. Et puis ensuite, il faut essayer de faire des corrélations, etc. Et vous pouvez, par chance, faire une belle découverte, à vous dire, mais s'il y a une corrélation entre la masse et le retard, c'est peut-être parce que ceci, cela, et voilà, c'est comme ça qu'on rentre, on va dire, progressivement dans la recherche, quoi. Bon. D'autres questions? Prenons une dernière. Oui. Avec l'interféromètre LIGA, est-ce qu'on pourrait détecter des petits trous noirs ou des neutrons, ou ça reste compliqué? Alors, si on regarde un peu la sensibilité, c'est pas si énorme en fait, parce que si vous voulez, tout l'intérêt de l'ISA, notamment, c'est d'être ici sur les longues périodes, on va dire, mais c'est vraiment 10-21, alors qu'avec LIGO, on espère quand même atteindre les 10-22 en 2022. Donc, en fait, malheureusement, je pense que les astres dont vous parlez sont plutôt par là, et ça va être vraiment à la limite de détectabilité du système. Mais bon, on peut toujours espérer. Enfin, je connais quand même des gens qui essayent
de trouver des moyens pour essayer de les détecter quand même. Mais après, comme je disais, hein, tout le problème, c'est de connaître par avance la forme de l'onde qu'on recherche. Parce qu'en fait, les interféromètres, ça vous donne un signal un peu bizarre, hein, et donc c'est une espèce d'oscillation, et comme en plus il y a du bruit, ça perturbe. Ben, même sans bruit, je veux dire, c'est quand même pas évident de se dire là, on a plutôt une supernova ou là, autre chose, quoi. Enfin, notamment, ce qu'on espère, c'est quand même les sursauts gamma longs, parce que les sursauts gamma longs, c'est des astres alors qui sont plutôt sphériques au départ et qui vont s'effondrer sur eux-mêmes. Hein. C'est une étoile normalement qui est isolée. Et ce qu'on espère, c'est que justement l'effondrement de l'étoile ne soit pas symétrique, que vous ayez un côté qui rebondisse comme ça et qui puisse générer des ondes gravitationnelles. Mais c'est un espoir. Donc en fait, quand vous mettez ça dans vos équations, bah, vous imposez que ça va faire ça. Et donc effectivement, les gens nous sortent des formes d'ondes de sursauts gamma longs qui sont normalement symétriques et qu'ils asymétrisent pour essayer de sortir de l'onde gravitationnelle, mais ils disent, bah voilà, si ça se produit, on verra ça. Mais pour l'instant, c'est chaud. Hein. Ouais.